aujourd'hui, le droit d'auteur en Europe, d'abord, il faut le caractériser en disant qu'il est spécifique. C'est-à-dire que le droit d'auteur en Europe, ce n'est pas le copyright. C'est un droit d'auteur qu'on peut appeler continental et qui répond à des règles, notamment en ce qui concerne le droit moral, qui sont très spécifiques. Donc, nous avons un modèle européen du droit d'auteur. Mais, en revanche, le droit d'auteur et les droits voisins sont mis en œuvre pays par pays, territoire par territoire. Il y a des lois nationales, d'une part. D'autre part, il y a des sociétés de gestion et de répartition des droits qui ont également une assise territoriale et une assise nationale. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler le marché unique du droit d'auteur, comme ça existe pour d'autres biens, pour d'autres services. Et nous avons, nous, la France, toujours pris une position sur ce sujet extrêmement réservée. La France a toujours été extrêmement réticente. Mais aussi, il faut bien le dire, les autres grands pays, comme par exemple l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. La Grande-Bretagne est beaucoup plus proche, naturellement, du modèle américain, et elle est beaucoup plus ouverte à l'idée que le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, doit en quelque sorte reculer devant les impératifs économiques et commerciaux. En tout cas, aujourd'hui, c'est toute la difficulté qui existe aujourd'hui, pour parler de manière très concrète, au sein de la Commission européenne, entre d'un côté M. Barnier, qui est le commissaire du marché intérieur et qui est chargé du droit d'auteur, et d'autre part la commissaire qui est chargée de la société de l'information, de ce qu'on appelle le programme numérique, l'agenda numérique, avec un anglicisme, et qui est Mme Creus. Mme Creus voudrait en fait que le droit d'auteur recule devant la nécessité d'ouvrir le marché, et M. Barnier, lui, est davantage favorable à une adaptation, c'est vrai, mais en même temps, il considère qu'il faut préserver le droit d'auteur qui est défini dans la directive de 2001, il y a eu une harmonisation en 2001, et puis la manière d'appliquer le droit d'auteur qui relève d'une directive de 2004 qui prévoit comment les États doivent l'appliquer. Le numérique pose toujours, je dirais, la même question. Où est-ce qu'on met le curseur entre une application trop rigide du droit d'auteur qui interdit en quelque sorte la création d'une économie numérique, d'une économie de l'immatériel, d'une économie fondée sur l'exploitation commerciale de ce fantastique actif que sont les milliards et les milliards d'œuvres, les partitions de musique comme les photos ou comme les jeux vidéo, ou tout ce qui a été créé par les artistes et par l'esprit humain. D'un côté, donc, une application trop rigide qui empêche l'éclosion de cette économie, et de l'autre côté, au contraire, un impérium de l'économie, des sociétés d'informatique, des opérateurs, des réseaux, qui, en gros, s'assoient sur le droit d'auteur, c'est-à-dire sur la rémunération des créateurs. Et on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui dans la réalité. Il y a un modèle qui est le modèle des grandes sociétés américaines de l'informatique, des grandes sociétés californiennes. En gros, pour eux, la photo, le livre, la musique, le film, c'est un contenu, c'est comme ça qu'on dit en anglais, content, c'est un contenu qui leur permet de gagner de l'argent, notamment à travers la publicité qu'ils font chaque fois qu'on va chercher un de ces contenus. Mais pour eux, la valeur intrinsèque du contenu est négligeable. Et puis de l'autre côté, il y a au contraire un modèle européen, et en particulier français, où on dit non. Si tout ça existe, si par exemple Google ou Apple gagnent beaucoup d'argent, c'est parce qu'il y a une chanson, c'est parce qu'il y a une photo, c'est parce qu'il y a un film, et l'existence même de cette œuvre, la valeur de cette œuvre, elle est à l'origine de ce modèle d'affaires. Et donc, toute la question, derrière la question du droit d'auteur, qui ne doit pas être considérée seulement comme une question juridique,
il y a une question économique et sociale. Comment est partagée la valeur entre l'internaute qui se trouve devant son écran et qui clique, de l'autre côté de la chaîne, le moteur de recherche, l'hébergeur, etc., et puis, dans le tuyau, si j'ose dire, ou sur la plateforme, un film, une photo, un morceau de musique, qui est une œuvre, c'est-à-dire derrière laquelle il y a, par définition, un professionnel, un artiste, un monsieur ou une dame qui a fait que cette œuvre, ce que va diffuser la plateforme ou le réseau, existe. On nous a dit, vous allez labelliser des sites. Et ça veut dire quoi? Nous n'avons pas du tout compétence pour, la loi ne nous a pas donné compétence, pour vérifier si les sites auxquels nous donnons le label respectent le droit d'auteur. La procédure, elle est simple. Nous recevons une demande de labellisation. Cette demande, c'est quoi? C'est un fichier dans lequel on nous donne la liste des œuvres qui sont sur ce site. Et dans lequel on joint une déclaration sur l'honneur que ces œuvres sont sur ce site avec l'autorisation des ayants droit, l'autorisation de leur auteur. Bien. Nous mettons cette demande sur notre site et pendant un mois, nous attendons d'éventuelles objections. Il n'y a pas d'objection, nous labellisons. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, il y a des objections, mais celui qui objecte, l'ayant droit qui objecte, par exemple les photographes qui objectent, n'ont pas la possibilité de démontrer la titularité des droits. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas démontrer que sur telle œuvre, il y a un droit de tel ou tel photographe et que à ce photographe, on n'a pas demandé l'autorisation de mettre l'œuvre. Ils ne peuvent pas le démontrer parce que les instruments dont nous disposons ne permettent pas de le faire. La loi ne nous permet pas d'aller au fond. Et c'est pour ça que nous avons essayé de réfléchir et que, incontestablement, si nous voulons que l'offre légale labellisée réponde à la question, les œuvres qui sont sur ce site sont-elles véritablement en accord avec le respect du droit d'auteur? Respectent-elles vraiment le droit d'auteur? Ou le droit moral. Le droit moral. Pour qu'on puisse répondre à ça, il faut qu'on aille plus loin. Et c'est pour ça que dans notre rapport annuel qui vient d'être déposé, rapport annuel de la Hadopi pour l'année 2011-2012, nous avons proposé que, en fait, les fichiers ne soient pas seulement des fichiers de liste d'œuvres, mais que nous ayons la possibilité que la loi nous dise quel est l'endroit à partir duquel les ayants droit peuvent accéder à l'offre, c'est-à-dire peuvent accéder à l'œuvre. Et à ce moment-là, l'ayant droit pourra faire une vérification et éventuellement démontrer qu'il est titulaire d'un droit, qu'il n'a pas donné l'autorisation et que donc l'œuvre ne doit pas être sur ce site. Enfin, elle peut être sur ce site à condition qu'il donne l'autorisation, bien entendu, c'est tout le jeu du droit d'auteur. Et ainsi, les objections seraient facilitées. C'est ce que nous avons proposé. Mais pour que ça puisse se faire, il faut au moins que le décret du 10 novembre 2010 soit modifié. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait qu'à l'issue de la mission Lescure, que la mission Lescure le propose, qu'à l'issue de la mission Lescure, il y ait une évolution de la loi pour que on confie soit à la Hadopi, soit à un autre organisme, peu importe, ce n'est pas une question de la Hadopi, mais qu'il existe une instance de régulation qui puisse avoir le pouvoir légal de vérifier que l'offre est régulière. La question
ici, elle est véritablement que on entre dans la voie d'une autorité de régulation qui s'occupe des contenus de la même façon qu'il y a une autorité de régulation qui s'occupe des tuyaux et de la technique et qui s'appelle l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation pour les télécommunications. Et de la même façon qu'il y a une autorité de régulation qui est le CSA et qui, lui, porte sur la radio et sur la télévision. Alors, je ne sais pas si la mission Lescure fera ses conclusions, mais personnellement, je pense que c'est la voie qui permettrait d'aller dans le bon sens. Voilà. En ce qui concerne la photo, aujourd'hui, on a deux mondes qui, en gros, s'ignorent. Les photographes, qui sont un peu comme le pot de terre, et les grands sites, les stocks qu'on appelle micro, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on les appelle micro, parce qu'ils sont plutôt méga, bon, les méga stocks qui eux sont le pot de fer. Voilà. Et entre le pot de fer et le pot de terre, La Fontaine l'a dit avant même le numérique, ça se passe pas très bien. Et donc je pense que il y a, de mon point de vue, nécessité de créer une forme de, comment dire, un forum, au-delà des questions juridiques que j'ai évoquées tout à l'heure, il faut essayer de trouver le moyen d'organiser la filière. Et je dois dire que, par exemple, je pense que d'une manière ou d'une autre, la Hadopi pourrait très bien imaginer ce type de rencontre. Mais le colloque au Sénat aujourd'hui est un colloque justement qui ouvre la voie à cela, parce qu'on débat publiquement, grâce à Madame Blandin et à tous vos intervenants, on débat publiquement de ces questions, et on passe en gros d'une situation où il s'agit simplement d'une revendication des photographes, et un peu ils crient dans le désert, en quelque sorte, et à un débat public qui est pris en compte publiquement. On le voit bien sur le DR, par exemple. Bon, il y a des initiatives législatives sur le DR, donc ça devient une affaire publique. Les aides à la presse sont allouées aux entreprises de presse. Bien. Si je voulais parler comme Monsieur Marché, elles sont allouées aux patrons de la presse. Bon, en fait, elles sont allouées aux entreprises de presse. Et parce que, en gros, ça consiste à essayer de faire en sorte que l'évolution des conditions économiques de la presse, et aussi, par exemple, les charges sociales, n'étrangle pas les gens. Bien, c'est extrêmement difficile, et on connaît très bien la situation de la presse quotidienne ou périodique dans notre pays, qui est très difficile. Donc votre idée, elle passe par le fait que les aides puissent être, pour une partie, qui serait en l'occurrence consacrée, aller non pas à l'entreprise de presse, mais à ceux qui font la presse. Bon, en l'occurrence, les photographes, comme elle pourrait peut-être aller aux rédacteurs. Mais ça veut dire ça que c'est de la part du ministre de la Culture et de la Communication qui est en charge, et de la part des organismes paritaires de la presse, une véritable petite révolution culturelle. Mais aujourd'hui, où cette question de la propriété intellectuelle et cette question du financement de la création est vraiment une question qui est devenue, si je peux employer cette expression, d'ordre public. Je pense que on peut tenter de poser la question, de poser l'idée et d'ouvrir le débat. Et dans le colloque aujourd'hui, je pense que vous allez le faire. Mais il ne faut pas méconnaître que la situation française, je dirais